les municipales ont livré leur verdict. Alors c'était assez amusant de voir la soirée, où finalement il n'y avait pas vraiment de grands gagnants, contrairement à ce que dans les décennies précédentes nous réservaient. En général il y avait des basculements de blocs, la droite, la gauche, qui prenaient la mairie. Là on a eu surtout beaucoup de perdants, des forces en présence qui se sont maintenues, et puis quelques percées intéressantes, notamment celle du Rassemblement national, évidemment toujours discutées par les contradicteurs. On a vu également la France insoumise prendre quelques villes importantes, avec une exagération là à l'opposé de leur succès, qui finalement est très modeste en nombre de voix, mais qui est vrai est relatif par rapport à leur présence précédente, puisqu'ils tout simplement ils n'étaient pas là. Donc on voit tout un paysage politique qui se recompose intégralement, et je propose qu'on passe ça en revue, section par section, partie par partie, si je puis dire. On va pas faire exactement comme ça, mais en découpant en 3 blocs. D'un côté, le Rassemblement national, avec évidemment également l'élection d'Éric Ciotti-Anis, LFI et sa percée en banlieue, qui, il est vrai, est quand même remarquable, et enfin le reste, avec des aléas, les Verts qui disparaissent quasiment, et puis LR qui se maintient, quoi. On commence par le Rassemblement national. Écoute, oui, pourquoi pas, oui. Ce qui est intéressant, c'est que quand vous regardiez le soir même les différents médias, alors moi j'ai regardé les différentes chaînes d'information en continu, et en fait, ils ne parlaient quasiment que des grandes métropoles, et on avait l'impression dans ce cadre-là que le Rassemblement national n'existait pas. Ils ont mis la lumière essentiellement sur 2 villes qui n'ont pas été gagnées par le Rassemblement national, enfin 3 villes même, que sont Toulon, Marseille et Nîmes. 3 cas différents. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir aussi l'après. Avant que je revienne sur ces 3 villes, c'est qu'il y a un sondage Elab qui est sorti cette semaine, qui demande aux Français, pour vous, qui est le vainqueur de ces élections municipales. À 52%, ils répondent le Rassemblement national, plus de 20 points devant les autres, donc les Français ne s'y trompent pas. Et on va voir que si on regarde les chiffres, en fait, il y a un grand gagnant de cette élection, c'est le Rassemblement national. Sur les 3 villes en question, c'est 3 cas différents. Il y a le cas de Toulon, où Laure Lavalette perd de peu, elle est quasiment à 48%, en sachant qu'elle avait face à eux un regroupement de tous les autres candidats, comme souvent. Et là encore, les LR ont été absolument lamentables, parce que le candidat LR s'est retiré pour soutenir une candidate dite d'hiver droite, mais qui est en réalité une ancienne socialiste. Donc les LR jouent encore le jeu de la gauche, et c'était encore pire à Nîmes, parce que là, Julien Sanchez avait tendu la main au LR avant le premier tour, il l'a fait au deuxième tour. Moralité, un total, si on peut dire, des droites, en incluant le Rassemblement national dedans, qui est à 60%, c'est le candidat communiste à 40% qui gagne. Donc LR a permis l'élection d'un maire communiste à Nîmes. Nîmes qui était, je le rappelle, la dernière et unique grande ville de LR de plus de 150 000 habitants, qu'ils ont perdu pour les communistes. Et enfin Marseille, alors Marseille, là aussi LR a été lamentable, on a vu la France insoumise se désister pour Benoît Payan du PS, et LR macroniste, parce qu'il faut quand même le rappeler, parce que les LR qui nous fait je suis de droite, etc., on va pas se fondre dans le macronisme, ils étaient alliés partout sur le territoire national quasiment avec les macronistes, dont à Marseille avec Martine Vassal, et là où Sébastien Delegui de LFI s'est retiré, Martine Vassal, elle s'est maintenue de telle sorte que Franck Alizio, le candidat du RN, a perdu, mais il a perdu à plus de 40%, ce qui est un score historique pour des élections municipales à Marseille. Et en fait, Franck Alizio sera le seul opposant à Marseille à Benoît Payan. Je rappelle que c'est exactement cette configuration à Perpignan en 2014 où Alliot avait perdu, c'est tous alliés contre lui. Il avait été seul opposant, il a gagné après en 2020, il a été réélu. Ce que je note aussi sur l'image globale, c'est que le RN est à la tête de 13 mairies, et que les 13 ont été réélus, et la plupart du temps dès le premier tour, avec des scores très impressionnants, allant de 51% à plus de 80% selon les communes. Donc ça montre quoi? Ça montre que la gestion RN, elle est plébiscitée. Tu expliquais dans l'introduction que la France Insoumise a eu des succès, c'est vrai, mais elle avait 2 mairies, elle les a perdues. Donc peut-être que la gestion RN est plébiscitée, celle de la France Insoumise n'est pas plébiscitée, on verra ce qu'il en est des mairies qu'ils ont gagnées. Et enfin, si vous prenez de toute façon les chiffres, c'est très clair, le RN avait 13 mairies, il passe à plus de 74 mairies RN et alliés, avec la victoire notamment de notre allié Éric Ciotti à Nice. Donc c'est une multiplication quasiment par 7 du nombre de mairies, il n'y a pas un autre parti qui fait aussi bien que ça. Le RN avait environ 800 conseillers municipaux, il y en a plus de 3000 désormais, présents dans 310 nouvelles villes au niveau des conseillers municipaux, donc c'est un ancrage territorial qui est assez extraordinaire.
et des victoires, quand je parlais de plus 70 mairies, dans tout un tas de villes, de préfectures et sous-préfectures, évidemment dont il ne parlait pas dans les médias, mais il y a eu évidemment Orange, Carcassonne, Agde, Cannes-sur-Mer, énormément de villes, Castres aussi qui est tombé dans l'escarcelle du RN, donc on voit que c'est quand même assez remarquable. Et il y a une autre donnée en fait, qui montre cette percée assez extraordinaire du RN, c'est le nombre de citoyens français sous administration RN au niveau des municipalités. C'était environ 340 000 personnes en 2020, c'est maintenant 1,6 million de personnes, donc c'est assez remarquable. Il y a certaines personnes qui vont vous dire, regardez, 73 ou 3000 conseillers municipaux, c'est rien par rapport à la totalité. Sauf que ce que ces gens-là oublient, c'est que il y a 90% en fait des communes dans lesquelles vous n'avez que des listes sans étiquette, c'est notamment toutes les petites communes. Et il y a un autre point, avant de je vais laisser Kylian peut-être allergir sur d'autres parties que j'aimerais évoquer, c'est celui de l'abstention, qui a été certes moins élevée qu'elle ne l'était lors des élections de 2020, qui étaient en plein Covid, mais on est quand même, je crois, 4 à 5 points en dessous de 2014. Et l'un des grands facteurs pour moi, et je ne suis pas le seul à le dire, c'est la réforme complètement stupide des macronistes qui ont voulu par idéologie, en fait, alors qu'il y avait déjà quasiment la parité dans les petites communes, mais qui à idéologie a fait sauter le panachage dans les communes de moins de 1000 habitants et donc a obligé des listes uniques, ce qui fait qu'en fait, comme vous avez plus de 70% des communes, je crois qu'il y avait une seule liste, quand vous êtes dans des communes comme ça et qu'il n'y a plus de panachage, vous ne pouvez plus rayer tel ou tel candidat, et il y avait toujours le suspense dans les petites communes de qui va avoir le plus de votes, ça n'a aucun intérêt d'aller voter. Donc les gens restent chez eux. Et de facto, il y a eu un différentiel de quasiment... dans les petites communes, parfois, j'ai vu des analyses où il y a des différentiels de 15 ou 20 points par rapport aux élections de 2014, parce que ça n'a aucun intérêt en fait d'aller voter, les jeux sont déjà faits. Et donc les macronistes, au-delà d'avoir des résultats catastrophiques à tous les niveaux, économiques, migratoires, sécuritaires, ils ont réussi à dévitaliser la démocratie dans nos petites communes, dans la France rurale, et cette France rurale, je pense, est très énervée, et il ne faut pas oublier quand on fait les comptes que cette France rurale, elle vote massivement pour le Rassemblement national. Et donc c'est encore un coup porté à cette France-là, et je pense que cette France-là s'en rappellera notamment en 2027. D'accord. On constate, tu parlais de la réélection, et ça c'est vrai, un fait qui a été très peu souligné d'ailleurs dans les médias, finalement, il n'y a aucun maire RN n'a été installé, n'a été évincé. C'est-à-dire qu'ils ont tous été réélus, notamment à Perpignan, notamment à Hénin-Beaumont, etc. C'est pas le cas par exemple des Verts. Les Verts, qui avaient fait un grand... qui passaient pour être les grands gagnants, la force montante en 2020, dans les conditions qu'on a rappelées de Covid, donc un peu de pression un peu psychologique, et qui avaient réussi à prendre donc, Grenoble, quelles autres villes, Strasbourg, Lyon, enfin un certain nombre de grandes villes, Poitiers, n'a pas pu transformer l'essai et a perdu quasiment tout ce qu'elle avait. Oui, les Verts redeviennent ce qu'ils sont, c'est-à-dire une trace à gauche, pas plus que ça. C'est vrai qu'en 2020, on était aussi dans une phase de dynamique montante des Verts depuis 2017, puisque avec la débandade complète du PS entre 2017 et on va dire 2022, à partir des élections législatives de 2022, et surtout 2024, le PS était tellement dans les choux que les Verts, à mon avis surtout sous Jadot, espéraient devenir à nouveau on va dire l'aile gauche du centre à la place du PS. Et donc évidemment 2020 c'était le couronnement, enfin ils avaient des résultats concrets et ils pouvaient espérer remplacer le PS au niveau local. Bon on voit qu'en fait il n'en est rien. D'ailleurs le bilan des Verts au niveau municipal est catastrophique. Même dans les villes où ils sont réélus, l'opposition est extrêmement farouche contre eux. D'ailleurs en fait même à Lyon, si Jean-Michel Aulas n'avait pas fait une campagne catastrophique, a priori, c'était gagné, elle était gagnée d'avance, c'est un peu le Fillon 2017. Mais à la Fillon est un meilleur candidat c'est un meilleur candidat que Jean-Michel Aulas. Bon, quoi qu'il en soit, les Verts plongent, ce qui n'est pas surprenant, puisque non seulement ils sont concurrencés au centre, vers le centre, parce que le PS s'est renforcé depuis 2017, alors c'est pas le PS de 1981, mais quand même, et par ailleurs, sur leur aile gauche, ils sont bouffés par la FI qui n'a aucune intention de leur laisser de la place. Ils sont obligés de faire des alliances parce que ça les arrange bien, mais enfin s'ils pouvaient bouffer tous les partis de gauche et récupérer leur électorat, ils le feraient sans aucun problème. Donc bon, les Verts, à mon avis, on va vers une lente disparition des Verts qui vont peut-être rejoindre d'ailleurs un nouveau PS. On verra, tout va dépendre de 2027.
Tout va dépendre de quel endroit ils vont, mais je pense qu'il y a aussi une question idéologique. C'est-à-dire que quand ils gagnent en 2020, on est en pleine période où l'Union européenne va nous faire le Green Deal, et il y a toute cette idéologie en fait vert qui s'impose. Et après, il y a 2022, il y a la guerre en Ukraine, il y a la crise énergétique, le retournement d'opinion complet sur le nucléaire, et on voit que sur quasiment tous les sujets, en fait, cette écologie punitive, tout le monde en fait revient dessus, et quelque part le cycle de cette idéologie complètement délirante d'écologie punitive qu'il portait en fait est en train de se retourner dans l'opinion publique. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il s'affaisse. Et d'ailleurs, ça avait pas seulement commencé lors des municipales, lors des élections européennes, rappelez-vous, c'était Marie Toussaint, je pense qu'elle ne vous a pas ébloui et vous n'en rappelez pas forcément, mais elle a fait 5,5%, donc elle était juste au-dessus de la barre, et on aurait pu espérer, en tout cas moi j'espérais de mon côté, qu'ils passent sous les 5% pour n'avoir aucun élu au Parlement européen, ils sont passés juste au-dessus. Parmi les élus, il y a notamment, vous avez pu voir, M. Corman, qui a été incapable de placer l'Iran sur une carte lors du petit passage de quotidien au Parlement européen. Et en ce qui concerne LR et le PS, Le PS souffre beaucoup de la place de la France Insoumise, c'est évident. D'ailleurs, en fait, on en avait déjà parlé il y a plusieurs mois, que l'AFI a la lame de guillotine sur la nuque du PS. On l'a vu encore récemment, ils se sont hurlés dessus. Ah oui, non, c'était des scènes absolument... Le PS, non mais les représentants du lamentables. PS accusent la France Insoumise d'être responsable de la débandade à gauche. Alors, conjoncturellement, c'est probablement vrai. Structurellement, le vote est en majorité à droite dans l'ensemble du pays. Donc, il est évident que le PS en souffre. Il ne faut pas oublier aussi autre chose avec le PS. C'est que même si le PS va probablement survivre, va probablement avoir un candidat en 2027 au présidentiel, et ensuite ça ira avec la France Insoumise aux législatives, le PS n'a plus rien à proposer. Mais le PS n'a pas plus rien à proposer parce que ce sont des tanches, même si c'est vrai, mais le PS n'a plus rien à proposer parce que le PS a fait tout ce qu'il avait à faire en France. Son rôle historique est terminé. Oui, structurellement, la France a été influencée par le PS Oui, pendant 40 ans, vrai. et aujourd'hui, le PS a déjà remporté les victoires qu'il entendait remporter par le passé. Et donc, que veut proposer le PS sinon maintenir l'existant? Rien. D'ailleurs, c'est exactement ce qui s'est produit à Paris. C'est-à-dire que finalement à Paris, on a la réélection, enfin pas la réélection, j'allais dire la réélection d'Hidalgo, mais non, l'élection de son dauphin, donc Grégoire, dont je ne sais même pas le prénom. Pas le chanteur. Oui. Emmanuel Grégoire, dans une campagne qui a été quand même assez inintéressante, enfin je trouve. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé vous-même. Et on a vu effectivement que Rachida Dati n'avait pas été capable de fédérer finalement l'opposition, quoi, parce qu'il y avait quand même une opposition au mandat Dati, mais qui ne pouvait pas s'incarner dans la figure de Dati, qui elle-même est la représentante d'un parti, enfin d'ailleurs de plusieurs partis maintenant, puisqu'elle a été transfuge à la Macronie, mais qui est un peu dans la même situation, quoi. C'est-à-dire pas grand-chose à proposer à part changer de face, quoi. La campagne parisienne, je trouve, est très intéressante parce c'est l'exemple vivant en fait de la fracture entre les métropoles et ce qu'on va appeler, pour simplifier, la France périphérique. Parce que ce qu'on voit, c'est qu'à part Nice et dans une moindre mesure Marseille, quasiment l'ensemble des grandes métropoles sont à gauche. Parce que même à Bordeaux, c'est un macroniste qui est gagné contre un vert, donc on peut quasiment dire que c'est aussi la gauche. On voit toutes les grandes métropoles qui sont à gauche. Et moi, ça m'étonnait d'ailleurs à l'époque, parce que j'ai toujours considéré que depuis plusieurs années, Paris était une ville sociologiquement de gauche. Et les sondages de premier tour qui donnaient un total des droites, encore avec un grand mot, parce que dedans, ça incluait effectivement les macronistes, Bournazel et compagnie, vous étiez à 55 à 60% pour la droite. Ça m'étonnait quand on regardait la sociologie de Paris. Et en fait, quand on regarde le résultat du deuxième tour, c'est 60% pour la gauche, 40% pour la droite. Et il y a des analyses dans ça qui sont... j'ai lu une analyse qui était assez intéressante de ce point de vue-là, c'est-à-dire que je pense que ces grandes métropoles sont à gauche parce qu'il y a une dimension sociologique, on va dire, woke, pro-immigration, un prétendu progressisme qui n'en est pas un, mais il y a aussi une dimension quelque part financière. Pourquoi je dis ça? Parce que la mairie de Paris, le bilan est objectivement catastrophique, vous avez plus de 10 milliards d'euros de dette, c'est géré comme des cochons, c'est un bilan qui est abominable. Et en fait, qu'est-ce que cette analyse montrait? C'est que
vous avez quelque part une corrélation dans les grandes métropoles avec le vote de gauche du fait qu'il y a plus de locataires que de propriétaires. Pourquoi je dis ça? Parce qu'avec la suppression de la taxe d'habitation par Emmanuel Macron, qui est une démagogie sans nom, c'est-à-dire que les finances locales, alors il y a une part de TVA qui est allouée par l'État, mais sinon tout est abondé par la taxe foncière. Et qui paye la taxe foncière? Uniquement les propriétaires. Et donc quelque part, vous avez une masse de gens qui sont locataires, qui pour eux, évidemment, ils peuvent voter pour un programme qui va vous dire on va faire plus de dépenses publiques, on va endetter la ville, c'est pas eux qui payent. Et donc, en plus de cette sociologie, il y a quand même cet aspect-là. Je pense que la réforme d'Emmanuel Macron de suppression de la taxe d'habitation, qui était encore une fois une démagogie sans nom, conforte en fait cet électorat de gauche. Alors dans le même temps, ils ont essayé de faire la réforme PLM avec, vous avez certainement vu ça, les 2 enveloppes, il y avait un vote central et un vote par mairie d'arrondissement pour Paris, Lyon et Marseille. Mais en fait, avec la fin de la taxe d'habitation, je pense qu'ils ont ancré durablement, si ce n'est définitivement, ces villes à gauche, en plus de la sociologie et de cet aspect financier, et bien évidemment tout l'aspect clientéliste, avec évidemment les logements sociaux, ce qui ne va pas s'arranger, parce que dans le programme d'Emmanuel Grégoire, ils veulent les porter à 40%, donc ça va être évidemment, c'est quelque part de l'achat de voix aussi d'électeurs, donc sans compter effectivement, quand je dis la partie financière, il y a des achats aussi, il y a des subventions à des associations et autres, encore une fois, il y a des gens qui vont voter pour eux, ils ne le payent pas. Pas de taxe foncière, il n'y a pas de problème. Donc il y a quand même cet aspect-là qui est inquiétant et quelque part qui va aussi, à mon avis, amener un problème de consentement à l'impôt des gens qui cherchent à rester là ou qui va quelque part aggraver la situation de ces villes parce qu'au bout d'un moment, peut-être que les propriétaires vont se dire être inquiétés pour une ville qui est de plus en plus sale et de plus en plus qui souffre de plus en plus de la délinquance parce que c'est pas la priorité forcément des municipalités de gauche, je pense qu'à terme ça risque de poser problème dans ces villes-là. Donc je pense qu'il y a vraiment cet aspect-là et à contrario les communes plus rurales où il y a un plus fort taux de propriétaires, où là, évidemment, toutes les questions de gestion, notamment de non-augmentation de la taxe foncière, de paix fiscale, etc., parlent le plus, notamment là où justement a gagné le Rassemblement national. Là, on voit qu'il y a cet effet-là qui joue beaucoup plus, alors que normalement, je veux dire, un bilan tel que celui de la gauche et de la mairie Hidalgo aurait dû amener à une défaite d'Emmanuel Grégoire. Ça n'a pas été le cas. Ce n'est pas le seul facteur. On ne peut pas dire que Rachida Dati ait fait une belle campagne. Il y a eu des divisions, évidemment, on peut dire à droite et autres. Mais je pense que ce facteur-là joue et malheureusement jouera de plus en plus vu la sociologie parisienne. Je pense aussi que Paris paye un peu le fait d'avoir beaucoup de gens éphémères. C'est-à-dire des gens qui savent qu'ils sont là pour 5 ans, 6 ans, 10 ans, ils sont inscrits sur les listes parce qu'ils préfèrent voter à Paris que de retourner je ne sais où chez eux. Beaucoup de résidences secondaires, y compris et donc finalement, fatalement, ils sont moins impliqués, ils se disent je vais voter pour la gauche parce que c'est on vote de cœur, mais en fin de compte, 3 ans plus tard, ils sont plus là. Il y a aussi beaucoup de résidences secondaires, de ressortissants étrangers d'exception. Oui, mais c'est quand même un phénomène qu'on retrouve dans toutes les grandes métropoles. Je veux dire qu'il n'y a pas bien sûr, à Paris, j'ai évoqué le cas Paris parce que c'est celui qui parle le plus et c'est l'élection qui a été de loin la plus médiatisée. Mais on retrouve ce phénomène dans quasiment toutes les grandes métropoles et c'est comme par hasard, là où il y a le plus gros pourcentage de locataires. Et d'ailleurs, sur la question fiscale, c'est aussi un phénomène, alors pas avec la taxe foncière, mais avec la CVAE, CFE, qui est payée par les entreprises, donc à Saint-Denis. Où Saint-Denis, qui est une ville de locataires, c'est une ville avec une forte proportion de logements sociaux, je ne l'ai pas en tête, mais on doit dépasser les 50%, j'imagine. Mais quand on regarde, une part très importante des recettes fiscales proviennent de la CVE-CFE qui est payée par les entreprises qui sont basées à la plaine Saint-Denis. Et d'ailleurs, les taux sont élevés à Saint-Denis pour s'installer à la plaine. Parce que c'est l'essentiel des ressources fiscales, des recettes fiscales de la ville de Saint-Denis. Dans un département qui, par ailleurs, a des recettes fiscales assez faibles, la Seine-Saint-Denis en général, sauf quelques exceptions. Donc ce phénomène fiscal s'observe aussi pour les entreprises à Saint-Denis, où il y a une différence considérable entre le côté quartier d'affaires de la plaine Saint-Denis, qui évidemment ne vaut pas la Défense, et le reste de la ville, où il y a une différence sociologique qui est considérable. D'ailleurs, puisqu'on parle de Saint-Denis, on a un bon exemple de mairie LFI. de mairie LFI, où donc le maire Bali Bakayoko, donc qui est quelqu'un qui est à Saint-Denis depuis longtemps, propose en fait de rendre tout gratuit, de supprimer la police. Alors là, il fait le tour des plateaux parce que il apparaît un peu au public, qu'il ne connaissait pas jusqu'ici. D'ailleurs,
c'est vrai qu'on le découvre. On a vu quand même une prise de pouvoir de LFI dans ces mairies-là. Alors il n'y a pas eu que Saint-Denis, ça a été à Creil, ça a été à Aublanc-Ménil, ça a été dans toutes les villes en fait, ce qu'on appelle les cités, les banlieues. Les maires LFI ont pris le pouvoir par rapport souvent aux communistes ou à des anciens socialistes, ou des socialistes. Et la communautarisation se fait jour, quoi. Clairement, là, ils jouent carte sur table. On peut, une fois de plus, prendre les propos tout récents, je crois que c'était aujourd'hui, de M. Bagayoko, qui explique que les nouveaux arrivants à Saint-Denis, donc soi-disant les bourgeois, je ne sais pas s'il y a beaucoup de bourgeois à Saint-Denis, les peu bobos, importe. Vous voyez, les bobos, paraît-il, il y en aurait, bon bref. On les... devrait se fondre dans l'ancien Saint-Denis qui est représenté donc par la personne de Bali Bakayoko. Donc c'est une échelle historique très grande, on va dire, mais c'est assez. On est quand même dans un monde assez étonnant. L'exemple le plus symptomatique, parce que là on est sur une scène vraiment à la britannique, c'est la prise de parole d'Omar Yacoub à Creil, qui est donc d'origine pakistanaise, et qui s'est adressé donc en ourdou, face caméra, en remerciant les Pakistanais de Creil de l'avoir élu. C'est vrai que ça faisait penser à certaines scènes dans des mairies britanniques, voire même au Royaume-Uni, qui a 5 à 10 ans d'avance sur nous, où il y a même certains députés, en fait, dans certaines circonscriptions, où c'est entièrement comme ça, avec un vote entièrement communautaire, une propagande électorale entièrement communautaire. Bon, il y a deux choses là-dessus. Déjà, ceux qui promettent la gratuité, il faut quand même rappeler que la gratuité, ça n'existe pas. Quand c'est gratuit, c'est le contribuable qui le paye. Donc on en revient un petit peu à ce que j'expliquais. C'est pas forcément les habitants qui paieront, ceux qui en profiteront ne paieront pas. C'est comme ça qu'ils l'entendront. Ce que j'expliquais tout à l'heure justement sur le sorte de passager clandestin, parce que quand c'est vous qui payez, généralement, vous êtes un peu plus regardant sur les dépenses. C'est toujours pareil. C'est simple d'être généreux avec l'argent des autres. C'est un peu ce que Jordan Bardella expliquait avec Thierry Breton quand il essayait de nous vendre le prêt à l'Ukraine. C'est une mentalité socialiste, c'est très facile d'être généreux avec l'argent des autres. Et en l'occurrence, le vote communautaire, enfin, je veux dire, on l'a vu. Alors, LFI, je veux dire, ça montre le succès de la stratégie de Jean-Luc Mélenchon, parce que sur ces municipales, il faut quand même relativiser. LFI a gagné 5 villes. Le RN a gagné 74. Quand il explique LFI, on est les grands gagnants, il faut redescendre. Parce qu'ils ont eu Roubaix, Saint-Denis, qui sont de grandes villes, et que pour les médias, il n'y a guère que ça qui existe. En nombre d'électeurs, beaucoup moins. Mais en nombre, je crois que c'est 13 500 électeurs pour Bagayoko, sachant qu'il y a 150 000 habitants. Sur les 150 000, tu dois avoir 50 000 étrangers au minimum. C'est une grande ville gérée, mais avec peu d'électeurs pour eux en tout cas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, on voit la volonté communautaire qui a été claire, avec des scènes complètement lunaires, des maires sortants qui sont à moitié humiliés, conspués, à moitié bousculés, enfin, je veux dire des scènes tribales ou claniques. Oui, c'est ça. Donc qui sont à l'inverse en fait de ce qu'est la République, le respect républicain et ce qu'on peut attendre finalement d'élus. Mais en fait, quelque part, ça valide la stratégie de Jean-Luc Mélenchon, parce que quand il parle de Nouvelle-France, en gros, c'est ça, Jean-Luc Mélenchon vise deux électorats, il vise un électorat immigré non pas par des valeurs d'assimilation républicaine, comme on aurait pu avoir historiquement à gauche, mais vraiment par une sorte de racolage communautariste absolument abject. Et il vise un électorat jeune, et donc on voit qu'en alliant ces deux électorats-là, il arrive à des scores et quelque part un plancher de 11-12%, et dans certaines communes où il est très fort, comme dans ces communes de banlieue, ça lui a permis de remporter certaines villes. Mais en tout cas, ça valide sa stratégie, parce qu'avec ça, il a forcé la gauche, le reste de la gauche, à fusionner avec lui dans l'intégralité quasiment des villes. Alors le Tartuffe Olivier Faure nous explique qu'il n'y a pas d'accord national, etc. Oui, bon, il y a eu des accords partout, si ce n'est à Paris parce qu'il n'en avait pas besoin, et à Marseille, Benoît Payan qui habilement a forcé la main en fait à Delegue, parce que le RN étant en face, il ne voulait pas apparaître comme celui qui a laissé la ville, et donc il s'est retiré. Delegue qui n'a pas fait un score fameux d'ailleurs. Ouais, il a quand même fait 12%, mais ce qui est une absurdité son nom, parce qu'en fait, quand vous retirez à des élections municipales, c'est la négation de la politique, comme l'a fait Sarah Knafo à Paris, c'est-à-dire que si vous retirez, vous n'existez pas, vous n'êtes pas présent, et vos électeurs surtout ne sont pas représentés. Pourquoi, si ce n'est le cas de Marseille, mais bon, c'est parce qu'il y avait le RN en face, Jean-Luc Mélenchon, en fait, il a réussi à forcer les alliances. Il y en a qui disent qu'ils veulent l'union des droites, mais comment il a fait? C'est que Jean-Luc Mélenchon, il a dit « je me maintiens, sinon vous allez perdre partout ». Et en se maintenant, en fait, ça c'est la stratégie, ils ont fusionné quasiment partout, il les a forcés à faire l'union. C'est pas en se retirant, en fait, quand on se retire, on n'existe pas, on n'est plus compté, surtout, ces électeurs ne sont pas représentés. Qu'est-ce qu'a fait le RN? Le RN a dit, nous, dans
une optique de moindre mal, on est d'accord pour faire barrage à certaines municipalités de gauche, mais on vous tend la main, ce qu'a dit Jordan Bardella, on tend la main au LR, mais on vous tend la main, c'est fusion. S'il n'y a pas de fusion, on va maintenir 2 candidats partout. Et donc il y en a certains, il y en a 2 ou 3 qui ont fusionné. Il y a des fois où on est passé devant les LR, comme à Nîmes, et d'autres endroits où on est passé à Carcassonne et autres, on est passé devant. Je pense notamment aussi à Menton, où Alexandre Amasson a battu à plat de couture l'alliance entre Père et notre ami Louis Sarkozy. Donc voilà, le RN a fait là-dessus, et il y en a qui reprochent au RN d'avoir fait perdre Tours, par exemple, aux écologistes, mais en fait, c'est pas de la faute du RN. Dans ces cas-là, vous proposez une fusion, les autres refusent. Si ces villes passent à gauche, c'est entièrement et uniquement de la faute des LR. Et peut-être que la prochaine fois, ils accepteront la fusion, mais peut-être que pour eux, la prochaine fois, c'est eux qui seront derrière dans la plupart de ces villes. En tout cas, c'est ce que je pense. Et donc, dernière ville intéressante au niveau national, c'était bien sûr l'élection d'Édouard Philippe au Havre. Alors, ça n'aura échappé à personne. Il y a eu d'ailleurs un passage très, très amusant dimanche soir où finalement Édouard Philippe était annoncé vainqueur. Bon, on le savait parce qu'il avait fait 40 ou 44% au premier tour. C'était pas vrai, mais c'était plutôt un peu une formalité. Il fait un discours, il commence en disant « Je remercie les Havrais de m'avoir élu » et ensuite il enchaîne sur son discours présidentiel. Où grosso modo il s'adresse aux Français en disant « Regardez, je ferai ce que je vais faire avec le Havre », c'est-à-dire il a enchaîné une série de mesures complètement farfelues mais qui n'ont rien à voir avec des municipales, quoi. Donc il est en campagne, ça y est, on peut dire que c'est le premier jour de la campagne officielle pour lui, il est déclaré de façon presque explicite. Et alors ce qui est très amusant après, et je vous donne la parole ensuite, c'est que un quart d'heure après, il y a Attal qui a pris la parole pour faire le bilan des municipales de son parti, de Renaissance. On n'en a pas parlé d'ailleurs, mais ça a été assez mauvais de leur côté. La Macronie a toujours été mauvaise. Ils n'avaient pas grand-chose à attendre. Et leur seule mairie, c'est en partenariat avec LR. Oui, ils se sont appropriés beaucoup de listes sans nom en disant « Regardez, nous avons plein de maires ». Je pense que les premiers ont été surpris d'apprendre qu'ils étaient en fait des élus Renaissance. Mais surtout, Attal a fait ensuite, il devait attendre, je pense, et il a fait sa propre communication dans laquelle il laisse entendre que il sera candidat, mais lui aussi avait une posture un peu pré-présidentielle en quelque sorte. On peut s'attendre à ce qu'il y ait une petite lutte de pouvoir entre les deux. Certainement, on avait déjà parlé que Attal aura, va vendre charmant sa peau, on va dire ça, ou vendre charmant son renoncement. Enfin, on verra. Et il y a aussi, on aura le temps de voir ça en 2027. Il y a un article du Point aujourd'hui qui explique que finalement c'est la même tambouille, c'est ce qu'il appelle le bloc central, c'est le macronisme. Il ne faut jamais oublier que ce soit Gabriel Attal, Édouard Philippe ou Bruno Retailleau, encore plus pour Édouard Philippe et Gabriel Attal, évidemment qu'ils vont essayer de se détacher d'Emmanuel Macron, mais personne n'est dupe. Je veux dire, ils sont à la tête de 2 partis qui ont voté tous les budgets depuis 8 ans. Donc ils sont entièrement comptables à la fois du bilan économique et financier de la France qui est absolument abominable. Il n'y a pas un pays en Europe qui fait pire qu'eux. Donc ils sont responsables, évidemment qu'il faudra leur rappeler matin, midi et soir. Ils sont responsables du bilan catastrophique, sécuritaire, migratoire. Bruno Retailleau, je veux dire, il est bien gentil. Il nous explique que c'est très différent, qu'il ne veut pas se fondre dans le macronisme, qu'il pense qu'un macroniste ne sera pas réélu. Mais Bruno Retailleau, une semaine avant, aux élections municipales, il était en alliance avec les macronistes. Il siégeait au Conseil des ministres entre des macronistes et des socialistes. Bruno Retailleau et les LR, ils ont perdu toute crédibilité à la fois sur le régalien. En 2025, on bat tous les records d'immigration et d'insécurité en France. Qui est ministre de l'Intérieur ? Bruno Retailleau. Bruno Retailleau et ses amis Laurent Wauquiez, ils ont voté à l'Assemblée nationale un budget 2026 qui est un budget socialiste, de hausse de la dépense publique, de matraquage fiscal. Et ils ont perdu aussi toute crédibilité en matière énergétique, parce que je rappelle qu'ils disent nous, la PPE3, on est contre. Il y a une motion de censure du RN, ils ne la votent pas. Donc ces gens-là, en fait, ils n'ont plus aucune crédibilité. Et la question, c'est qu'ils vont tous essayer de se battre. Et en fait, leur seul argument, finalement, c'est de se dire si vous ne voulez pas un deuxième tour entre la LFI et le Rassemblement national, il faut rassembler tout le bloc central. Mais en fait, ils vont finir avec un candidat du bloc central, du PS jusqu'à LR, pour éviter un deuxième tour entre LFI et le RN. Les Français, ils ont compris qu'on n'aura pas de réussite avec des gens qui ont échoué sur tout et des gens qui ont ruiné le pays. Parce que ces gens-là, en fait, représentent la ruine du pays. Alors, ils sont bien gentils de nous dire après, on va tout faire, ce qu'on n'a pas fait pendant les 10 dernières années, mais je pense que ça ne prendra pas et les Français attendent une véritable rupture. Et cette rupture, elle ne viendra pas évidemment de tous ces candidats qui se sont fondus de près ou de loin dans le macronisme.
Oui, tu disais que dernière ville intéressante, Le Havre, mais en fait, Édouard Philippe ne s'intéresse pas au Havre. Oui. Donc, non, il ne s'intéresse pas du tout dans la ville dans laquelle il a gagné. Et donc, bon, oui, premier jour de sa campagne présidentielle, Charles-Henri parlait d'élargir un maximum au centre. Alors, on ne sait pas ce qu'ils vont élargir, mais il n'y a pas que le centre, je pense. Mais Édouard Philippe rêve de ça, parce que Édouard Philippe peut racler tous les fonds de tiroir, effectivement, du PS. Parce que je vois très bien Édouard Philippe former une coalition et après... Il a appelé à voter communiste aux législatives. Oui, donc je pense, je le vois très bien, même ici, je pense qu'il s'imagine déjà nommer son premier Premier ministre et réfléchir avec lui à un gouvernement qui est des ministres socialistes, des ministres... Alors, rien n'est promis encore, parce que je ne suis pas sûr effectivement qu'il soit le seul candidat au centre, je ne suis pas sûr qu'on le laisse. D'ailleurs, soit Retailleau finira par vendre une alliance, mais en bout de course, parce que Retailleau, il faut se souvenir que c'est le premier qui s'était proclamé candidat à la présidentielle. Enfin, bon, il y a des gens qui sont... ça coûte rien de se proclamer. Oui, après on peut se retirer. Là, c'est le... Bon, bref. Enfin, en tout cas, je pense que s'il y avait bien quelqu'un à suivre, c'était Édouard Philippe, parce que on pouvait espérer qu'Édouard Philippe perde au Havre pour qu'il ne puisse pas se présenter, parce que dans ce cas... Il était quasiment... Enfin, je voyais mal comment quelqu'un d'autre que Mélenchon puisse arriver au second tour. Enfin, je veux dire, à part le Rassemblement national. Donc, deuxième au premier tour. Avec un Édouard Philippe, il peut justement racler suffisamment les fonds de tiroir pour arriver au second tour et arriver avec vraiment l'arche de Noé de la politique française, tous face au RN, avec Édouard Philippe probablement en consul qui mène ses troupes au combat. Bon, tout ça est un peu risible. Il a annoncé des mesures pour les Havrais. Enfin, il faut voir que s'il est élu président de la République, comme il l'espère beaucoup, il sera pas là pour ce à quoi je ne crois pas, il ne sera pas là longtemps pour les mettre en œuvre. Donc, moi, je suis toujours assez surpris que des gens votent pour un maire qui dit explicitement que sa victoire conditionnera son départ. Oui, en fait, c'est un peu... Mais et puis au-delà de ça, je veux dire, de faire uniquement barrage au RN et à LFI, ça n'a jamais fait un projet politique, surtout quand on a un bilan aussi médiocre. Donc si leur propos, ça va être uniquement de vendre un barrage au RN et à LFI, sans compter derrière que je ne suis pas sûr qu'ils puissent gagner des législatives, et que les Français ont vu quand même la problématique depuis 2024 d'une Assemblée nationale qui est fragmentée, sans majorité claire, ce qui veut dire qu'on a un pays qui est complètement paralysé. Je ne suis pas sûr que leurs recettes et leurs poissons pas frais, ils arrivent à le vendre. Mais bon, très bien, ils peuvent espérer. En tout cas, on sera là pour rappeler tout ça. Et donc, ça me fait... ça me conduit à la dernière question, en quelque sorte. Qu'avez-vous pensé de l'ambiance générale de ces municipales, du niveau, qu'est-ce que ça vous a inspiré ? La campagne était d'un niveau extrêmement faible. C'est-à-dire l'intérêt en fait de la campagne des municipales était d'un niveau extrêmement faible. Très peu de propositions, d'une manière générale. Alors il y a peut-être qu'il y a énormément de communes, donc peut-être qu'en mettant le scope sur une commune précise, on aurait trouvé des propositions très intéressantes. Très peu de propositions, des discours qui sont convenus au possible. Alors, mais maintenant, en plus, quand on regarde justement dans éventuellement des listes sans étiquette, revendiquées par Gabriel Attal, effectivement, mais quand on regarde même les professions de foi, les propos généraux qui sont tenus, c'est toujours extrêmement insipide. On est sur le même discours. Il n'y a pas les municipales. Alors, c'est de la gestion. Ouais. C'est de la gestion. À part dans les très grandes villes où il y a une dimension un peu plus politique, mais c'est de la gestion au quotidien des affaires de la commune. Donc normalement, on est dans le dur, on a des propositions concrètes. Et dans une petite commune, même dans les communes plus grandes, on a des problématiques d'infrastructure, on a des problématiques routières, on a des problématiques scolaires, on a des problématiques d'aménagement urbain, d'aménagement des parcs, du terrain agricole, comment on limite le grignotage des terrains agricoles par rapport à l'urbanisation. Bon, donc c'est autour du plan local d'urbanisme, des problématiques fiscales. En fait, normalement, on devrait avoir des propositions concrètes, extrêmement concrètes, et pas des propositions abstraites et générales, comme on peut l'avoir au niveau national, notamment pour les présidentielles, mais c'est normal, parce qu'on parle à tous les Français, et le but c'est de rassembler un maximum d'électeurs.
au niveau des municipales, c'est est-ce qu'on va rénover le stade? Et est-ce qu'on va mettre de nouveau, parfois ça peut être, est-ce qu'on va mettre de nouvelles cages sur le terrain de foot? Mais c'est concret et c'est important au municipal. C'est pour ça qu'on vote au municipal. Et là, c'était catastrophique. À Paris, par exemple, Moi, je ne sais toujours pas. qui est une ville qui a d'énormes besoins pas ce qu'ils vont infrastructurels parce que le patrimoine est colossal, il n'y a aucune proposition. Si ce n'est dépenser plus, dépenser plus, dépenser plus, C'est un peu ça. éventuellement pour faire passer les frais vestimentaires de Mme Hidalgo, apparemment, puisque c'était 20 000 par mois, je crois. Bon. Oui, puis on a vu que même dans les villes où dont les médias s'étaient un peu préoccupés, comme Nice, comme Marseille, ça tournait quand même à la foire d'empoigne. Alors c'est peut-être le tropisme méridional qui jouait ça. À mais- Nice, ça a été une campagne particulièrement délétère parce que Christian Estrosi aux abois, vous avez vu l'histoire de la tête de porc. Il évidemment, était prêt à toutes les on bassesses n'a pas pour, encore pour rempiler. tous les tenants et les aboutissants de l'affaire, mais il s'avère que ce seraient des proches de Christian Estrosi lui-même. Ça sent la barbouzerie, des trucs complètement lunaires. À la fin, il y a eu des personnes qui voulaient un logement social bloqué dans une grue. Christian Estrosi qui est arrivé pour venir les secourir. C'est la télé-réalité. C'est de la télé-réalité. et en fait, comme il y avait peu de propositions finalement de fonds de Christian Estrosi, ça part sur des attaques personnelles. En fait, ces municipales, ça a été beaucoup campagne de caniveau, attaques personnelles. Même si au niveau du RN, il y avait des grands fondamentaux qui sont communs, même si chaque élection en fait est propre à chaque commune. Il y a des grands fondamentaux qui est la paix fiscale, c'est-à-dire de ne pas augmenter la taxe foncière, de neutraliser toute hausse de l'État, voire de pouvoir baisser la taxe foncière en baissant le taux communal. C'est ce qu'ont fait plusieurs municipalités du RN, notamment Hénin-Beaumont. Il y avait la dimension, parce que la sécurité et l'insécurité est un des grands problèmes en France, d'augmenter les effectifs de police municipale, la vidéosurveillance, quelque part de pallier à la défaillance actuelle de l'insécurité sous la Macronie, le temps que le Rassemblement national arrive au pouvoir. Donc il y avait des thématiques qui étaient mises en avant. Et maintenant, le dernier point sur lequel je voulais aboutir, parce que tout le monde est déjà tourné à la page et tourné vers l'élection présidentielle d'avril 2027. Mais entre-temps, il y a des élections qui vont beaucoup moins parler, parce que les Français ne votent pas. C'est les élections sénatoriales, où il y a quasiment la moitié des postes, je crois, qui sont remis en jeu en septembre. Et le Rassemblement national, à l'heure actuelle, 3 sénateurs. Et il n'est pas du tout exclu, voire même, ça va dépendre évidemment des tractations locales et du vote des grands électeurs, entre autres des conseillers municipaux, que le Rassemblement national et ses alliés, notamment de l'UDR, arrivent au seuil des 10. Alors l'Assemblée nationale, c'est 15 députés, c'est 10 sénateurs au Sénat qui permettraient au RN de faire un groupe, ce qui serait une première et ce qui n'est pas anodin non plus, parce que s'il y a des référendums qui peuvent passer de manière présidentielle par article 11, il y a toujours aussi l'option d'un référendum, notamment sur une question migratoire. On peut penser que les Républicains pourraient voter avec le RN là-dessus, d'un référendum par article 89. Et donc, ça veut dire à la fois l'Assemblée nationale et le Sénat. Donc, c'est important aussi de monter en puissance sur la question du Sénat. Très bien, eh bien, merci messieurs d'avoir fait ce long bilan exhaustif, j'ai l'impression. Donc le prochain rendez-vous, alors il y a les sénatoriales, mais évidemment dans un an surtout, nous serons dans le dur pour la présidentielle 2027, avec encore beaucoup d'inconnus de tous côtés. Nous nous retrouverons très bientôt pour un prochain numéro. Je remercie tous nos spectateurs qui sont de plus en plus nombreux. Je remercie également tous les gens qui nous permettent de faire ces vidéos régulièrement. Je vous invite à aimer cette vidéo, à la partager, à la pousser, à également la commenter et enfin à nous suivre et à vous abonner à la chaîne Reprenons Contrôle. À bientôt.